Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'an dernier, au moins 315 meurtres et tentatives de meurtre liés au narcotrafic ont été recensés selon la police. Le nombre de trafiquants n'a jamais cessé de prospérer. C'est moi le danger. Les Français pensent à faire appel à l'armée pour intervenir dans les quartiers difficiles. Aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limite. Quand tu sais tout, tu sais rien. Ces fusillades, ça se passe pas en Amérique du Sud. Ça se passe à Rennes, ça se passe à Poitiers. On a failli crever là-bas. Il s'agit d'une guerre dont nous avons besoin de moyens exceptionnels. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi? Le choix que nous avons aujourd'hui, c'est un choix entre une mobilisation générale ou alors la mexicanisation du pays. Je suis l'homme qui frappe à la porte. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2025. 8 décembre, c'est le jour de l'Immaculée Conception. Vous êtes avec Perico Légas. Je ne suis pas immaculé. Je suis avec Maud Coffler qui est une Bonjour, conception. Perico. Je ne sais pas si elle est immaculée non plus. Non. Julien Delmas, heureusement, il est toujours là. Il va vous envoyer un son d'une pertinence incomparable. Et Emmanuel Galasso attend avec impatience vos appels au 0826 300 300. Avec les thèmes du jour, vous aurez certainement des motifs pour nous appeler. Les narcotrafiquants sont en train de gagner la guerre. C'est même plus une interrogation, c'est un constat. L'État et la République sont-ils désarmés? Il semblerait que oui. On va en discuter avec un policier de Marseille qui va nous raconter son désarroi. Entendez-vous crever nos campagnes? Qui sont les fossoyeurs de la ruralité française? Une étude de l'IFOP indique que 87% des Français conviennent que nos campagnes sont en train de mourir, qu'elles sont à l'abandon, qu'elles sont délaissées. Nous en discuterons avec le président d'une association qui s'appelle Excellence Ruralité. Et toujours dans l'école qui va de plus en plus mal, l'école de la République, plus au fond du gouffre que jamais. Ça, je dois dire que les derniers éléments dont on dispose poussent à le croire. Les générations à venir vont-elles continuer à fabriquer, à être dans la fabrique du crétin? On va en discuter avec Jean-Paul Briguelli, qui est un essayiste, ancien prof, auteur justement d'un livre qui s'appelle La fabrique du crétin. Alors, Jean-Luc Mélenchon en pleine forme, prendre le grand remplacement par la cryonisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand la France insoumise tombe le masque ou jette le voile, est-ce qu'on peut se permettre? On va en parler. Figurez-vous que le Louvre prend l'eau, sauf qu'il prend l'eau sale, au département des antiquités égyptiennes, et que des ouvrages ont été abîmés. Décidément, on descend au fond de la cave. Notre cher Maud Coffler nous racontera la détresse d'un couple de boulangers, Emmanuel et Jean-Olivier, dont le commerce a fermé sur décision du tribunal de Sens, du tribunal de commerce de Sens pour baisse d'activité. C'est une des tragédies de notre artisanat. Et puis on verra que Jeanne Dauxerre, vous savez, c'était l'élu du 8e arrondissement, la maire du 8e arrondissement, qui avait fait des frais de vestimentaires sur le compte public. Eh bien, elle a remboursé les 36 000 euros. Et puis nous aurons quand même un peu de Père Noël à un moment donné. Voilà le menu du jour. On compte sur vous. Je vous rappelle le numéro 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. Et puis nous, on va avoir une émission, je vais vous dire, aujourd'hui bien chargée. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Alors, Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, réunie à Rungis, elle rassemble toutes les parties de l'agriculture pour le grand réveil alimentaire qui prétend relancer une dynamique pour sauver notre agriculture. Alors, bon, pourquoi pas? Merci Madame la ministre, c'est très bien. Premièrement, on ne sait pas exactement de quel pouvoir elle dispose exactement, vu la configuration à l'Assemblée nationale, avec un gouvernement très affaibli. Donc de là, relancer l'agriculture comme ça, en réunissant les parties prenantes à Rungis, pourquoi pas? Sauf que les syndicats ont déclaré tous qu'ils ne viendraient pas. Ils considéraient que ce gouvernement n'était pas en phase de pouvoir apporter quoi que ce soit. Un gouvernement qui vient de signer le Mercosur, donc c'est en contradiction totale. Et puis bon, n'oublions pas que pour ce qui est de la souveraineté alimentaire, qui est au cœur du débat, eh bien il y a déjà eu les états généraux de l'alimentation à l'été 2017, qui avait abouti à une loi qui s'appelait la loi Egalim, qui était une loi formidable dans le texte. Ensuite, évidemment, on l'a coupée. Comme la loi Egalim 1 n'avait pas porté ses fruits, on avait fait la loi Egalim 2 et puis la loi Egalim 3. C'était Julien de Normandie qui l'avait relancée. Enfin, bon, le gouvernement, depuis 40 ans, essaye de sauver une agriculture dont il est responsable de la détresse. Alors là, on a Madame Genevard qui veut sauver la souveraineté alimentaire française, parce que pour la première fois, nous sommes déficitaires en légumes, en viande,
Ne parlons pas de la volaille qui est dans les restaurations collectives. La restauration collective, la volaille étrangère représente 90% des achats. Enfin, c'est absolument monstrueux. Alors, c'est quoi le grand réveil alimentaire pour la souveraineté alimentaire française? Si c'est pour augmenter, j'allais dire, la part de la malbouffe dans la production agricole, parce que l'idée du gouvernement de droite, c'est pas seulement Mme Genevard, c'est puisqu'on ne peut pas s'aligner, on peut pas faire de protectionnisme avec des taxes sur les produits agricoles qui sont fabriqués à l'étranger, sur des normes qui sont interdites en Europe, mais on les importe quand même, donc concurrence déloyale. Eh bien, au lieu de protéger nos agriculteurs en jouant par exemple la préférence communautaire à l'intérieur de l'Union européenne, eh bien, on va aligner la production française sur la malbouffe étrangère, et on va abaisser les normes de qualité. On va arrêter les contraintes, on va supprimer toutes les conquêtes qu'on avait eues sur la qualité, sur cette agriculture propre, ces normes qui n'étaient pas forcément écologistes, mais qui soutenaient l'environnement, qui protégeaient l'environnement. On va renoncer à tout ça pour s'aligner sur la malbouffe internationale. Donc évidemment, du coup, l'agriculture française sera plus compétitive, puisqu'elle se sera alignée sur les mauvaises qualités. Voilà où on en est, augmenter les surfaces. Il y a aujourd'hui 2 500 000 hectares de surface agricole française qui sont en friche. 10% de la surface agricole utilisée, soit 20 000 hectares chaque année qui sont transformés de terres cultivables, qui sont transformées en béton ou en zone urbaine. Enfin voilà, plus le Mercosur. Donc le grand réveil de la malbouffe, je pense pas que ça sera pour aujourd'hui, malgré la bonne volonté de Madame Genevard. Je pense pas que les conditions soient réunies. Tout ce qu'on va augmenter, c'est la part de l'agroalimentaire. Je pense que le lobby agroalimentaire veut maquiller la réalité et obtenir des conditions de production, obtenir une législation et des réglementations qui favorisent la bouffe industrielle, qui favorisent l'industrialisation de l'agriculture, tout le contraire de dont ce pays a besoin, tout le contraire dont la planète a besoin. Et en tout cas, ça ne va pas dans l'intérêt des paysannes et des paysans qui se battent pour préserver ce merveilleux patrimoine, qui veulent nous nourrir, qui veulent nourrir la France. Je pense que la souveraineté alimentaire ne sera pas sauvée par ce grand réveil. Au contraire, je pense que ça ne peut qu'aggraver la situation. Mais on reste vigilant, on se battra, et sur Sud Radio en tout cas, c'est un thème qui nous tient extrêmement à cœur. Les réseaux de trafic de drogue sont de plus en plus structurés, de plus en plus violents, de plus en plus riches également. Mais la police est-elle suffisamment armée pour y faire face? On en parle avec le délégué départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat UNSA Police, Romain Soligon. Bonjour. Bonjour Romain Soligon. Oui, bonjour. Les informations sont pas bonnes, d'où qu'elles viennent. Les constats publics, les études montrent que le narcotrafic ne fait que gagner du terrain, de plus en plus violent. On se demande si c'est pas le fléau principal aujourd'hui qui menace la société française. Je pense que dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes en première ligne pour constater cette tragédie. Alors oui, tout à fait. Tout d'abord, merci de m'inviter pour parler justement de ça, qui est vraiment un des gros points de tension à Marseille. Et notamment le narcotrafic, qui a complètement changé de dimension depuis. On est passé à une forme de narcobanditisme ultra-violent. Et il ne s'agit plus d'arrêter en fait de simples petits vendeurs de rue. Aujourd'hui, on doit démanteler des multinationales du crime. Voilà, c'est plus du tout. On n'est plus dans le même. Il faut un vrai changement de. C'est une guerre asymétrique, pour reprendre le jargon militaire, mais on est en guerre. Alors, l'État nous a donné des cadres juridiques d'exception. Actuellement, ils ont mis en place la justice spécialisée, le CNACO. C'est le parquet national anti-criminalité organisée qui devrait prendre et commencer en début 2026, janvier, je pense, fin janvier, qui devrait centraliser tous les dossiers les plus lourds. D'accord, éviter donc la dispersion dans les enquêtes qui sont traitées soit par la gendarmerie, soit par les douanes, soit par la police. Qu'est-ce qui s'est aggravé? C'est la consommation a explosé en France. Est-ce que la demande est plus forte pour que les narcotrafics aient pris autant d'importance et utilisent aujourd'hui des manières quasiment militaires, pour ne pas dire guerrières, pour conquérir des parts de marché? C'est ça qui est étonnant. Tout d'un coup, il y a une explosion de violence. Tout à fait. En fait, mais c'est multifactoriel. Il y a une première partie, oui, effectivement, vous avez raison. Il y a eu une augmentation de la consommation. Parce que, bon, il faut le dire, il y a une augmentation de la consommation. Il y a beaucoup de consommateurs de cocaïne, principalement, qui a explosé.
on le voit par l'importation. Alors, on est inondé aussi également. Les réseaux d'approvisionnement se sont multipliés aussi. Ça vient d'où? Elle provient d'où, la drogue? Est-ce qu'il y a des circuits précis qui ont été ciblés? Les circuits sont toujours les mêmes. Oui, il y a des circuits qui ont été ciblés, ils sont toujours les mêmes. Ils viennent d'Amérique du Sud, ils viennent en fait un peu de partout. Mais ça passe par où? Est-ce que ça passe par les Antilles? Est-ce que ça passe par l'Espagne? Ça passe par l'Afrique du Nord? Oui. En fait, ça passe un peu de partout. Ça passe par les Antilles, ça passe par l'Afrique du Nord, ça passe par de partout. En fait, ça vient d'Afghanistan, ça remonte par l'Europe médiane, ça repasse et ça arrive chez nous. Aujourd'hui, en fait, c'est même plus trop l'acheminement qui est important. Ça serait aujourd'hui une vraie coopération internationale. Voilà. Si on voulait vraiment lutter efficacement, je pense que ça commencerait déjà en priorité par une vraie coopération internationale, une vraie politique coopération internationale. Est-ce qu'on peut... Parce que c'est... Est-ce qu'on peut faire face? Parce que là, visiblement, tout le monde est débordé, tout le monde est dépassé, manque d'effectifs, manque de moyens, volonté politique, volonté politique, discours politique disant faut éradiquer, c'est la guerre. Ok. Quels sont les moyens aujourd'hui dont l'État, dont la République dispose pour prendre une mesure efficace, j'allais dire de contre-attaque contre les narcotrafiquants? Il faudrait, alors c'est au risque d'être un peu redondant, mais il faudrait se calquer sur la lutte antiterroriste. Voilà. C'est-à-dire, alors là, c'est un petit peu ce qui est fait, mais il faut aller plus loin dans l'activité. Parce que mes collègues qui sont sur le terrain, effectivement, on a de belles annonces en nous disant qu'on crée un statut de repenti, qu'on crée des statuts coffres, qu'on va protéger en fait les collègues sur les procédures, parce que vous savez que les collègues sont également, il faut un anonymat. Hein. Il y a quand même, il y a de la corruption de basse intensité, comme ils disent, hein, mais il y a de la corruption aussi. Donc il faut vraiment donner des moyens. Et les appliquer. Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui vont être augmentés. Nous allons les surveillances sur les ports par des armes pour la sécurité physique des agents. Vous allez avoir au renseignement criminel, la CROSS, qui travaille. Mais au-delà de ça, il faudrait vraiment aller plus loin. Aujourd'hui, en matière de renseignement, on a la possibilité de pouvoir allumer un téléphone à distance et pouvoir écouter le téléphone. D'accord? Ça, c'est un renseignement. Pour la lutte sur le narcotrafic, on ne peut pas le faire. Est-ce que l'appareil législatif, est-ce que l'appareil législatif aujourd'hui permet déjà sur le plan légal de prendre les mesures nécessaires, j'allais dire courageuses et douloureuses, et ensuite sur les moyens physiques et les moyens matériels, est-ce qu'il y a aujourd'hui le financement suffisant, est-ce qu'il y a la logistique et les structures nécessaires à une guerre efficace contre la drogue? Alors, je serais tenté de vous dire non. Parce qu'aujourd'hui, si on devait avoir en fait une guerre efficace, pour avoir une guerre efficace, il faut vraiment donner les moyens, mais des moyens surtout d'effectifs, parce qu'on manque d'effectifs. Hein, ça, c'est le cœur du problème. On manque aussi, vous parlez des moyens législatifs, mais le moyen matériel, et c'est important, ça il faut le noter, la procédure pénale, c'est considérablement alourdi ces dernières années. Et aujourd'hui, mes collègues travaillent, je viens de l'investigation, donc mes collègues travaillent sur un logiciel de rédaction de procédure qui est obsolète, qui est complètement dépassé, très compliqué, très lourd. Et on ne voit pas venir en fait de logiciel. Qui peut le décider, Romain Soligon, qui peut décider de mettre à jour, de se doter des moyens efficaces? C'est gouvernemental, c'est législatif? Est-ce que c'est sur le terrain? Est-ce que c'est la préfecture? Voilà. Ou est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur et le gouvernement qui doivent prendre des mesures concrètes, précises, peut-être onéreuses, et en tout cas efficaces? Alors, oui, la question est pertinente. C'est le ministre de l'Intérieur qui peut prendre des décisions, puisque c'est eux qui ont la main sur le logiciel de rédaction de procédure, c'est eux qui peuvent débloquer les fonds pour pouvoir le mettre en place, c'est eux qui peuvent faire une réforme de la procédure pénale. Il n'y a qu'eux. Après, il y a le côté législatif, hein, attention. Mais est-ce que la loi est suffisamment sévère pour les trafiquants, Romain Soligon? Est-ce que la législation actuelle, en termes de pénalité, est suffisamment dissuasive et sévère par rapport aux trafiquants? On paye cher aujourd'hui en France? Alors non, pas du tout, on ne paie pas cher. Aujourd'hui, vous savez, le narcotrafiquant calcule sur le capital risque.
c'est-à-dire qu'est-ce que je vais risquer par rapport à ce que je fais. Aujourd'hui, une tête de réseau prendra 10 ans. Vu la masse considérable d'argent qu'il récupère, je veux pour preuve, là, les collègues ont fait, je crois, au port de Calais, 258 kilos de cocaïne dans un camion. C'est une valeur marchande de 8 à 12 millions d'euros. 10 ans, voilà, vous avez le ratio capital-risque. Et plus vous descendez, moins vous prenez. Donc, donc la justice aussi est impliquée dans la lutte. Quand on va, tout ça, ce sont des généralités qu'on a dites 100 fois, 1000 fois. Mais voilà, donc ministère de l'Intérieur, gouvernement, la justice. Vous, en tant que syndicaliste, si vous aviez, vous lancez des appels en permanence. Là, solennellement, qu'est-ce que vous attendez de très précis, rapidement, de la part des deux ministères, de la part du ministère de l'Intérieur et de la Justice? Vous attendez quel type de mesures concrètes pour que vous ayez les moyens de combattre efficacement les narcotrafiquants? Aujourd'hui, rapidement, nous avons été reçus par le ministère de l'Intérieur. On a refait l'urgence, les effectifs et les moyens matériels. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple à Rennes. Rennes, presque la guerre en bas d'un cité de c'est des belles images. C'est des belles images. Vous avez la brigade de sûreté du terrain, c'est-à-dire la BST et la BAC, qui intervient sur des individus avec des armes de guerre. Mes collègues n'ont pas de gilet pare-balles qui arrête du 7,62 ou du 5,56 autant. Donc, ça veut dire qu'il faut saluer le courage des collègues quand même. Ils progressent dans la cité face à des gens qui ont des armes de guerre. Voilà, des voyous qui ont des armes de guerre. Et aujourd'hui, vous prenez les collègues de la BAC, ils ont des véhicules qui sont obsolètes, qui sont rincés, qui ont plus de 250, 280 000 km, qui sont en permanence au garage, qui n'ont pas de... Parce qu'aujourd'hui, on parle de moyens matériels, mais c'est un tout. C'est un tout, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, si on devait faire rapidement, ça serait effectif, moyens matériels. Et dans les moyens matériels, il y a aussi pour l'investigation le plan de réforme du fameux logiciel de rédaction de procédure. Maud veut vous poser une question. Oui, Romain Soligon, je rappelle que vous êtes délégué départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat UNSA Police. Vous avez certainement aperçu ces images odieuses ce week-end au Fête de la Lumière à Lyon, si je ne me trompe pas, les Fêtes de la Lumière, ça. Une projection des soulèvements de la Terre, ce mouvement écologiste, et une projection qui nous a fait lire la police blesse et tue, non à l'état policier, la violence policière est partout, ou encore Sainte-Soline, ni oubli, ni pardon. Comment ça vous fait réagir, ça ? Réagir, je réagis comme tous mes collègues. Aujourd'hui, la police tue, la police blesse. Voilà, c'est un slogan qui est véhiculé toujours par les mêmes personnes. Mais est-ce qu'on est assez ferme Assez ferme, bien sûr. Je serais tenté de vous dire, bien sûr que non, nous ne sommes pas assez fermes. Parce que ces personnes-là se... Après, vous savez, c'est facile de dire la police tue, la police blesse, la police. Où sont les méchants, où sont les gentils? Voilà, c'est chacun prend son camp et puis tout le monde retrouvera ses petits. Non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, la police, on est toujours pointé du doigt. On nous demande de faire. D'aller en première ligne, d'aller chercher, de démanteler des réseaux. On nous demande de démanteler des points de deal, et ainsi de suite. Et derrière, une petite frange de personnes n'apprécient pas et trouvent que la police tue, est trop méchante, trop... Vous voyez, c'est deux mondes qui s'affrontent en fait. Aujourd'hui, on parle de narcotrafiquants qui sont du narcobanditisme ultra violent, je le répète, ultra violent. Et de l'autre côté, vous avez une petite frange de population qui nous dit la police, elle tue et la police, elle blesse. Effectivement. Merci Romain Soligon pour votre courage, votre détermination. Et puis je pense qu'on aura certainement l'occasion de vous recontacter pour voir où vous en êtes arrivé. Merci, à bientôt. Allez, vous restez bien avec nous. Dans un instant, le fameux jeu de Noël. Vous pouvez tenter votre chance pour emporter un cadeau de la part de Sud Radio. Et puis le Louvre prend l'eau. Jeanne Deutzer rembourse ses vêtements payés par le contribuable. Toutes ces petites informations qui peuvent vous faire réagir au 0826 300 300. À toutes. Je vais s'ouvrir votre petite boîte. Oui, ma chère Maud, c'est toujours un grand moment de tension et d'émotion. Alors, je prends dans le petit paquet. Je prends aujourd'hui le cadeau de la France dans tous ses états et c'est un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Qu'est-ce que c'est Maison Scarlett? Maison Scarlett, c'est la marque de boîtes à bijoux. Chouchoutez vos colliers, vos boucles d'oreilles ou encore vos montres avec les boîtes à bijoux fonctionnelles, jolies et accessibles. Oh, vous me regardez avec des yeux de chimère, j'ai l'impression. Participer. Je pense que je vais être obligé d'aller. Je vais aller à Maison Scarlett. Qu'est-ce que vous voulez? Un anneau dans les. Mais c'est pas tellement mon genre, ça, non, on va éviter. Donc, alors, pour avoir
Alors, pour toucher ce trésor, pour trouver chez Joyaux, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18 ou 728 ou 70,18 comme vous voulez, avec sapin, et puis on verra à la fin de l'émission quel est l'heureux élu. Mais ça peut être un homme aussi, hein. Ça peut être un homme. Faire des cadeaux à votre épouse. Bijoux, ah ben voilà. Ah ben je n'étais sûr que vous auriez une grande idée. De quoi? Donnez à son épouse. Ah bah oui. Voilà. Allez, à tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Nous parviennent de nouvelles informations en provenance du Louvre. Je travaille au Louvre en tant qu'agent de poste de contrôle et intervention de ligne. Ah, bah vous tombez bien, vous. Il n'y a pas de risque zéro. Sans déconner. La première mission, généralement, la prise de service, c'est vérifier les installations techniques s'il n'y a pas de fuite d'eau. Une inondation a eu lieu au Louvre. Si on ne fait pas de levée de bidon dans une salle, l'eau se propage et les œuvres sont touchées. Affectant grandement la bibliothèque des antiquités. Rendez le bijou de la couronne. Bon, vous l'avez compris, c'est peut-être l'information la plus consternante de ce week-end. Une fuite au musée du Louvre a engendré la destruction de plusieurs ouvrages, Perico. Est-ce que vous vous souvenez, je vous interpelle Maud aussi, vous étiez jeune à l'époque, est-ce que vous vous souvenez de la cérémonie d'intronisation, enfin la cérémonie de la soirée de la victoire électorale d'Emmanuel Macron en mai 2017, lorsqu'il est élu triomphalement au deuxième tour, et on voit, mise en scène je crois par Stéphane Bern, on voit le président de la République tout récemment élu, déambuler, marcher de façon pharaonesque dans les couloirs Mitterrandesque. Pour le Sphinx, oui, mais c'était bon. Avec la 9e symphonie de Beethoven qui était là, on avait ce monument de l'histoire de France, le Louvre, et le président de la République récemment élu s'en emparer. Bon, pauvre Louvre, je ne sais pas si c'est à la portée de la poisse. Alors ensuite, il y a des gens qui passent par les fenêtres, ils vont voler des bijoux royaux, ils repartent en toute impunité avec la nacelle et puis ils montent sur le scooter. Et alors là, c'était la fuite par le haut, et là maintenant, on a la fuite d'eau sale. On n'a pas fait les analyses, je ne sais pas quelle est la saleté qui est dans l'eau, quel est le type de bactéries, et donc ça a touché des documents au rayon c'est au département des antiquités égyptiennes. Alors c'est pas les antiquités égyptiennes qui ont été touchées, Dieu merci. Ce sont des documents de la bibliothèque, dont les plus anciens sont du 19e siècle et qui ont été touchés par l'eau. Alors là, qu'est-ce qui nous en tombe? Alors, c'est pas la Victoire Samothrace parce qu'elle a plus ses bras. Elle, les bras peuvent pas lui en tomber, je veux dire. Mais là, quand même, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on va encore découvrir d'autres choses? Donc, SOS Monuments historiques français, SOS Culture française. J'allais vous dire SOS Agriculture française, SOS École française. Enfin, voilà. Donc, tout aussi de partout. Mais le Louvre, est-ce que le Louvre est le symbole? Est-ce que le Louvre est devenu le symbole de ce que ce pays est en train de devenir? Voilà. Donc, fuite d'eau, des chiottes, quelque chose comme ça, dans le département des antiquités égyptiennes. Rien que la phrase, enfin, rien que la fuite d'eau au Louvre nous laisse un petit peu perplexes. Et la petite information du matin, Perico, c'est que le personnel du Louvre a décidé de se mettre en grève à partir du 15 décembre, reconductible. Et bien voilà, mais qui c'est qui va éponger? Maud, je sens qu'on va se prendre encore le saut à la serpillière avec Julia et Emmanuel, c'est nous qui allons éponger les dos du Louvre. Enfin, allez. Une bonne nouvelle cette fois avec une initiative inattendue d'une élue parisienne dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Vous vous souvenez de Jeanne Dautzer, maire du 8e arrondissement, qui avait, alors, on peut toujours dire, c'est pour ses activités électorales, professionnelles, ses activités de maire, elle avait eu des frais vestimentaires. C'est sûr qu'il faut bien s'habiller. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo lui-même, a toujours dit, moi je représente Paris, je suis obligé de... Donc il y avait eu pour une certaine somme d'argent dépensé, polémique, débat, elle s'était expliquée, elle avait d'ailleurs très subtilement remercié ses électeurs en disant, grâce à vous, je peux m'habiller de façon très correcte et assez élégante. Bon, évidemment, cette déclaration avait semé le trouble, et bien finalement elle a décidé de rembourser. Qu'est-ce qu'on va dire, Maud? C'est tout à son honneur, voilà. Oui. Sauf qu'elle reconnaît quand même un peu sa faute, et comme disait le cardinal de Retz, on sort toujours de l'ambiguïté à son détriment. Bon, en tout cas, voilà, la somme est remboursée, l'incident est clos, et je pense que ça servira d'exemple. Entre Madame Hidalgo et Madame Dautzer, voilà, les frais du contribuable, l'argent du contribuable est destiné aux frais de la République, peut-être pas pour aller dans les grands couturiers, s'acheter des tailleurs et des chemisiers.
Maude, vous étiez chez vous en Bourgogne, dans l'Yonne, ce week-end, et vous avez eu une mauvaise et triste découverte à la fois. Triste parce qu'il s'agit d'une boulangerie, et c'est toujours un gros chagrin quand une boulangerie fait. Ah oui, parce que comme chaque samedi matin, nous nous rendions au marché de Sens dans l'Yonne, dans cette superbe halle qui abrite une vingtaine de commerçants 3 fois par semaine, et j'encourage les Parisiens à y faire un tour. Il n'y a que du bon, c'est à 1 heure de Paris en train. Mais avant d'arriver à Sens, on fait toujours une halte à Torigny, un village situé à 12 km de Sens, pour acheter notre pain et récupérer des colis dans un dépôt, parce que comme vous le savez, aujourd'hui une boulangerie de village doit se diversifier, sinon c'est la disparition quasi assurée. Le boulanger travaille dans un autre village à 4 km de là, à Soucy, depuis 15 ans, à 80 heures semaine. Il s'appelle Jean-Olivier Bardet, il s'est battu pour ouvrir et pour maintenir ce dépôt de pain en redoublant d'efforts, en sacrifiant ses nuits, en faisant face parfois à des élus réticents, pas franchement aidants, en assistant aussi à la fermeture de toutes les autres boulangeries des communes alentours, parce que les prix de l'énergie augmentent, pareil pour les matières premières, parce que la concurrence déloyale broie tout ce qui reste d'artisanal, et parce que pour quelques centimes d'écart, les consommateurs préfèrent souvent acheter une baguette industrielle tout en prétendant se battre pour la survie de leur commerce de proximité. On connaît. Et ben vous savez quoi, Perico ? La boulangerie a fermé. Ce ne sont pas les premiers, et ce ne seront pas malheureusement les derniers non plus qui vont fermer. Non, et samedi matin, ma mère et moi sommes allés toquer à la porte de ce jeune couple sans savoir que la décision du tribunal de commerce de Sens était tombée la veille à 21h, après avoir couché leurs 2 filles. La jeune femme Emmanuelle nous a ouvert et elle a instantanément fondu en larmes en nous disant qu'ils ne rebondiraient pas, que tout était fini. Ça faisait un peu plus d'1 an qu'ils n'arrivaient plus à payer leurs charges, mais ces gens-là, on ne les aide pas à croire qu'un Français qui bosse mérite moins que d'autres. Alors forcément, j'ai la haine parce que c'est injuste, parce que on nous prive encore d'un commerce essentiel, parce que 62% des communes françaises ne disposent plus d'aucun commerce. C'est environ 3 fois plus qu'il y a 50 ans. En fait, j'ai la haine, Perico, parce que cette famille perd tout et qu'on n'y peut rien. Alors avant l'émission, j'ai écrit à Jean-Olivier, le boulanger, pour savoir s'il avait eu du nouveau, et il m'a quand même annoncé une bonne nouvelle. Il a déjà retrouvé du travail pour janvier avec un rythme plus humain, ce qui lui permettra, dit-il, d'avoir enfin une vie de famille. C'est vous dire combien cet homme est courageux et combien tant d'autres le sont, malgré tout ce qu'on peut raconter comme conneries sur les Français. Alors là, elle n'est jamais bonne conseillère, ma chère Maud, mais je partage... Non, mais là, je pense qu'elle est légitime. Oui, mais enfin, c'est une expression, voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas foutre le feu au tribunal de commerce. En tout cas, je partage votre colère parce que je connais aussi un nombre de grands nombre d'artisans confrontés à cette tragédie, notamment avec le prix de l'énergie, et c'était la facture d'électricité qui a souvent provoqué la fermeture des boulangeries et d'autres artisans. Et puis une fois n'est pas coutume, les crèches de Noël sont au cœur des polémiques à l'approche des 120 ans de la loi de 1905 n'arrange rien. Oui, notre consoeur Ruth Krief dans le Parisien a signalé, a rappelé que les crèches n'avaient pas leur place dans les mairies. On est d'accord, la loi de 1905 dont on va fêter les 120 ans demain stipule bien qu'il peut pas y avoir de manifestations religieuses, sous quelque forme que ce soit dans un établissement public. Pour autant, et on a eu ce débat avec monsieur Alliot, maire de Perpignan, la semaine dernière, si c'est une tradition qui est déjà installée dans la mairie, une pratique qui est ancienne, c'est beaucoup moins problématique que si c'est un maire qui le met là, j'allais dire, pour affirmer une appartenance religieuse. S'il y a antériorité, voilà. Ensuite, on voit au coup par coup où est-ce qu'elle est placée, comment elle est placée. Je disais avec Louis Alliot que la crèche, c'est aussi un symbole d'un pauvre petit enfant, voilà, avec un âne et un bœuf, avec une maman, enfin des gens pauvres. C'est pas un symbole de la grande bourgeoisie catholique. Il faudrait s'intéresser à qui est heurté par la présence de crèches dans l'espace public aussi. En tout cas, ça fait partie de notre histoire, de notre culture et de notre tradition, et c'est pas l'entorse à la laïcité la plus violente que l'on a en République. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans les écoles, avec les voiles et d'autres comportements religieux que la crèche dans les écoles. La République, c'est moi! Jean-Luc Mélenchon était auditionné samedi par la commission d'enquête parlementaire sur les liens supposés entre son parti et des réseaux islamistes, Perico. Eh ben, il parle de grand remplacement par la créolisation. Donc, je veux rassurer le leader de la France insoumise. La créolisation, elle a toujours existé. La civilisation gallo-romaine, l'arrivée ensuite des peuplades germaniques. Enfin, voilà. La France est une suite de créolisation, si on veut utiliser ce terme, de mixité, mais par l'intégration et par
l'assimilation. Voilà, il n'y a aucun problème. Et puis, le grand remplacement d'une génération, pour des raisons biologiques, effectivement, je suis moi-même le grand remplacement de mes arrière-grands-parents et de mes grands-parents. Vu comme ça. Et mes petits-enfants, mais si j'en ai, et les vôtres aussi, auront le remplacement. Donc voilà, donc qu'ils se calment. Voilà, grand remplacement. Je n'ai pas encore de petits-enfants, voilà, Perico, non, mais c'est pour ça. Donc c'est pas des termes dont il faut avoir peur. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Voilà. On sent l'homme qui a un peu perdu sa bataille électorale et politique. Ah bon? Et qui est dans, là, j'ai l'impression qu'on dirait, vous savez, le forcené qui est dans sa citadelle en train de crier. Bon, écoutez, laissons-le faire. Mais voilà, la République française continuera à exister telle qu'elle est parce qu'il y aura toujours des gens qui se mobiliseront pour la défendre dans les valeurs initiales de la République, de la démocratie, de la tolérance et du partage. On vous parlait à l'instant de cette boulangerie qui a fermé dans une commune de Lyon. Eh bien, vous avez peut-être vu passer ce sondage. 87% des Français estiment que les territoires ruraux sont délaissés. On en parle dans un instant avec notre invité. N'hésitez pas à réagir. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. La France dans tous ses états. 87% des Français estiment que les territoires ruraux sont délaissés selon une étude IFOP réalisée pour la Fondation Excellence Ruralité. Un sentiment que partagent bien sûr ceux qui y vivent à 89%. Éducation, soins, services publics. Pourquoi l'État délaisse-t-il ces territoires? On en parle avec le délégué général d'Excellence Ruralité, Jean-Baptiste Noyac. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste Noyac, merci d'être sur Sud Radio. Aujourd'hui, la ruralité, c'est un thème, j'allais dire, essentiel à l'avenir de la France. Ce sont nos campagnes, indirectement ce sont nos agriculteurs. Le jour où Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, réunit le grand réveil, rassemble le grand réveil alimentaire, et on va en parler. La ruralité française, elle est maltraitée en fait depuis combien de temps? C'est pas un phénomène récent. Non, c'est pas un phénomène récent. En tout cas, là, le sondage qu'on a commandé, il a deux enseignements qui me semblent intéressants. D'abord, il montre que, en effet, le sentiment d'abandon des habitants des zones rurales, et pour aller plus loin de la France périphérique en réalité, parce que ça inclut aussi les petites villes, ce sentiment d'abandon, il est prégnant. 90% des sondés habitants dans ces territoires considèrent qu'ils sont délaissés sur le plan des moyens publics. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ça va au-delà de simplement les questions de désertification des services publics, ou en tout cas, ça inclut la dimension éducative, ce qui est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore documenté jusque-là. En fait, ça confirme tout un tas d'analyses qu'on a pu faire, nous, chez Excellence Ruralité. Et l'autre information intéressante, c'est qu'il n'y a aucune différence, si vous voulez, entre les perceptions des ruraux et les perceptions de l'ensemble des Français. Ça veut dire que l'ensemble de la population française valide cette perception-là. Et ce que ressentent les ruraux, c'est pas une revendication catégorielle d'une partie de la France, c'est ce que perçoivent l'ensemble des Français, que ces territoires sont abandonnés. Alors, on sait que la conformation territoriale de la République, de cette nation, a beaucoup évolué par rapport à une époque où nous avions les villes et les campagnes, le ras des villes et le ras des champs. Il y a des zones intermédiaires, il y a les urbains, la ruralité. Jean-Christophe Guilly et Jérôme Fourquet se sont beaucoup penchés sur cette analyse territoriale. Aujourd'hui, la vraie ruralité, il y en a une qui est intermédiaire. La vraie ruralité, c'est quoi? C'est vraiment la campagne agricole avec des paysannes et des paysans ou pas que? Alors non, déjà la ruralité, c'est quoi? Au sens d'une faible densité de population, celle qui est souvent retenue comme la ruralité, qui fait grosso modo 20% de la population, n'est pas uniquement rurale et agricole, loin s'en faut. Mais à mon sens, c'est une vision. Alors ça existait, des zones totalement. Oui, tout à fait. Mais c'est de moins en moins le cas. Jusqu'aux années 60 à peu près. Exactement. Voilà. Maintenant, beaucoup de ces territoires vivent aussi de services publics, vivent aussi d'artisanat. Donc c'est pas du tout le même c'est du tourisme aussi. C'est perçu à un moment donné comme péjoratif, vous savez, rural. C'était quoi? Ça voulait dire rustre, rupestre. Ah oui, autrefois c'était. C'est la racine latine, c'était. Et ça peut encore l'être parfois dans la bouche de certains. Oui. Mais ce qui est intéressant de voir, à mon avis, vous parliez de Christophe Guilluy, à mon avis, c'est que cette ruralité aujourd'hui, elle ne se réduit pas à ces zones à très faible densité. Ça n'est pas uniquement des paysages, c'est aussi les petites villes. Et cette question des petites villes, elle est clé, notamment par rapport au sondage qu'on sort aujourd'hui, parce que la perception qui ressort des habitants des territoires ruraux et de l'ensemble de la population, qui a beaucoup moins de moyens qui est donnée
dans les territoires ruraux, eh bien, c'est en fait aussi la perception de ce qui se passe en fait dans l'éducation prioritaire. C'est-à-dire que l'éducation prioritaire, concrètement, à l'école, eh bien, on a 3 fois moins de chances de bénéficier des moyens de l'éducation prioritaire quand vous êtes un jeune rural que quand vous êtes un jeune urbain. Cette éducation prioritaire, pour vos auditeurs, c'est les moyens que l'école donne dans les territoires où il y a plus de besoins scolaires. Donc c'est très important parce que ça dit aux enfants de nos territoires qu'ils ne sont pas une priorité pour l'école. Et c'est à mon avis très inquiétant parce qu'en fait l'école est la première institution à laquelle on est confronté. Et donc si on se sent méprisé ou délaissé par l'école, en fait on se sent délaissé, méprisé par l'ensemble des institutions. L'école, c'est le primaire pour la municipalité, le collège pour le département, le lycée pour la région. Ce sont quand même des entités territoriales qui sont responsables. L'État n'est pas uniquement responsable des carences scolaires dans ces territoires-là. En réalité, alors oui, vous dites ça parce que ce qui ressort du sondage, c'est que la plupart des gens disent, 75% disent c'est la faute de l'éducation nationale. Les collectivités territoriales ont aussi leur part de responsabilité. Oui, mais sur les moyens d'équipement. Donc en réalité, sur le fond du résultat scolaire, c'est quand même l'État qui est en cause. C'est bien l'État. La ruralité aujourd'hui, française, est-ce qu'il y a des inégalités, j'allais dire, dans le traitement ? Il y en a des ruralités qui sont encore rayonnantes, qui sont encore florissantes, qui se portent bien ou qui sont moins atteintes par la mondialisation, et d'autres qui sont beaucoup plus victimes du désordre économique, socio-économique auquel ce pays est confronté. Oui, tout à fait. Alors ça, ça ressort pas directement de ce sondage qui est plutôt lié à l'éducation, mais ce qui est manifeste, c'est que on a tendance à investir beaucoup dans la ruralité aujourd'hui sur la question du tourisme, du développement de l'économie résidentielle, du développement en fait de l'économie de proximité, avec l'idée que nos ruralités ont un attrait touristique, ce qui est vrai, et donc elles vont devenir un petit peu la maison de vacances de l'Europe, si vous voulez. Je crois que c'est dommage parce que d'une part ça met dehors tout un tas de jeunes qui habitent dans des littoraux, qui sont nés dans ces territoires-là, mais qui doivent, à cause du renchérissement des prix du foncier, quitter ces territoires. Et puis deuxièmement, l'autre difficulté principale, c'est que ça ne se fait pas dans tous les territoires. Et donc moi, j'habite dans l'Aisne, si vous voulez, dans cette région, eh bien, vous n'avez pas cet attrait touristique. Et le vrai levier, en fait, le seul qui permette de faire l'égalité des territoires, en tout cas de créer la cohésion des territoires, c'est la réindustrialisation. C'est le seul moyen qu'on puisse. Bien sûr. Donc on est bien au cœur de l'actualité. L'Aisne est un très beau territoire, très beau. Vous êtes plutôt dans le nord, du côté de la Thiérache ou je suis au milieu, moi. Je suis entre Laon et Soissons. Très belle campagne. Là, pour le coup, l'Aisne est souvent montrée en exemple comme étant une campagne qui a été délaissée, abandonnée. Pourtant, il y a une fierté. Il y a des gens qui, dans leur ruralité, ils tiennent beaucoup, se battent pour la préserver. Ah oui, la plupart des habitants sont très attachés à leur territoire. Le vrai sujet, c'est, encore une fois, ils ne demandent pas un traitement de faveur. Ce qu'ils demandent, c'est simplement d'être mis sur un pied d'égalité. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, pour revenir sur la question de l'éducation prioritaire, vous avez des critères qui sont structurellement discriminants pour les ruraux, puisque un des critères pour bénéficier des moyens de l'éducation prioritaire, c'est d'appartenir à un QPV, c'est-à-dire un quartier de la politique de la ville. Mais structurellement, vous avez exclu une grande partie des enfants, puisque la politique de la ville, c'est pour les ensembles urbains d'au moins 10 000 habitants. Moi, dans l'Aisne, les ensembles urbains d'au moins 10 000 habitants, vous en avez 5, si vous voulez. Donc structurellement, vous avez mis à l'écart, et donc on aboutit à ce résultat qui est que les jeunes ruraux ont 3 fois moins de chances de bénéficier de ces moyens supplémentaires. La ruralité, elle envoie aussi ses élus, je parle d'élus nationaux, des députés, des sénateurs, j'en connais certains qui sont plus mobilisés que d'autres. Quand vous leur posez la question, c'est un petit peu aussi apporter le débat au niveau du Parlement pour sauver, j'allais dire, c'est la ruralité, pour utiliser un terme un peu marqué, c'est le pays réel, c'est la France authentique. Ça les préoccupe pas plus que ça de voir qu'il y a des zones qui sont en abandon total ? Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de prises de conscience depuis le mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, il faut que ça se traduise dans les actes. Et concrètement, là, sur cette question, encore une fois, je reviens sur la question de l'éducation prioritaire, parce que pour moi, c'est symptomatique. Bien sûr. Non, mais tout passe par là, tout passe par l'école. Exactement. De l'intérêt que le pays porte à ses enfants et la façon dont il les considère. Eh bien, là, on commence à voir évoluer un certain nombre de choses. On a fait donc une table ronde qu'on a organisée avec l'IFOP, Jérôme Fourquet, et avec un certain nombre d'acteurs associatifs. Et il y avait à cette table ronde une députée
député MoDem qui s'appelle Delphine Lingman, qui a sorti une proposition de loi suite à ce colloque sur la réforme de l'éducation prioritaire. Donc il y a des choses qui bougent, mais force est de constater que aujourd'hui on ne va pas beaucoup plus loin, et pour être très concret, l'état du Parlement et en tout cas de la représentation politique ne permet pas aujourd'hui qu'il y ait une vraie évolution. Nous sommes d'accord pour proclamer qu'une école qui ferme dans une commune, dans un village, c'est un morceau de l'histoire de France qui disparaît, c'est un instant de la République qui s'éteint. C'est dramatique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, jusque, je crois, en 1880, la loi imposait à un village d'accueillir au moins une école primaire, un village à partir de au-delà de 500 habitants. Au nom du service public, tout simplement. Exactement. Et c'est très intéressant de poser la question sous cet angle-là, parce qu'en termes d'inégalité, il y en a une autre qui me semble être importante à considérer, surtout dans cette période de budgétaire et de fermeture de postes en zone rurale, puisque aujourd'hui on fait l'égalité sur le nombre d'élèves par classe. Donc on aligne, si vous voulez, le nombre de postes disponibles en fonction du nombre d'élèves par classe, et on se dit s'il y a il y a un trop grand écart entre le nombre d'élèves par classe dans une zone rurale et dans une grande ville, eh bien on va fermer les postes, et donc on va donner plus de temps de trajet en fait aux enfants des zones rurales. Et donc le vrai sujet, à mon avis, c'est de se dire, en termes d'accès au service public, en termes d'égalité devant l'école, est-ce que le critère pour lequel on voudrait faire l'égalité, ça n'est pas plutôt le temps de trajet? Est-ce que dans un grand pays comme la France, on ne peut pas se dire que faire 1 heure de trajet le matin pour aller à l'école, donc un enjeu de mobilité, c'est un peu beaucoup, qui est au cœur de tous les débats régionaux et territoriaux. Jean-Baptiste Noyac, merci. Noble combat. Voilà, votre rôle est essentiel. Excellence Ruralité, je rappelle le nom de votre association, et vous êtes au cœur, j'allais dire, des enjeux essentiels de ce pays, de cette République. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, parce que nous suivrons de près l'évolution de votre engagement, et nous sommes évidemment à Sud Radio plus que jamais, et peut-être plus qu'ailleurs, soucieux de cette réalité, de cette âme de la France qui ne doit pas mourir et qui ne mourra pas. Vous restez avec nous. Merci. Alors la ruralité est souffrante, et là nous allons parler de l'école qui est mourante. Voilà, encore un thème angoissant. On va en débattre avec Joachim Le Floch Imad, enseignant et auteur de Main basse sur l'éducation nationale. Vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ho, ho, ho. Le French Père Noël. 39 40. 1949. Oui, j'ai oublié. C'est de la délinquance. Oui, j'ose le dire. J'espère que la retourne va... Ça y est, j'en ai marre. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h03, vous êtes avec Perico Légas, et je reçois Joachim Le Floch Imad, enseignant, auteur de Main basse sur l'éducation nationale. Vous l'avez compris, on va parler de l'école de la République, de la façon dont elle serait au fond du gouffre, où est-ce qu'elle y est déjà, et est-ce qu'on est condamné à subir encore la dégradation de cette institution vitale pour notre pays, pour notre histoire. Alors là, je m'adresse aux parents d'élèves. Appelez-nous, parents d'élèves et enseignants, les profs, moi je disais les instituteurs quand j'étais jeune. Appelez-nous au 0826 300 300, parents d'élèves, enseignants, pour témoigner, pour nous faire part de vos états d'âme, poser des questions à Joachim Le Floch Imad. Nous allons faire un bilan, hélas douloureux, mais je sais que je suis ravi de vous recevoir, Joachim Le Floch Imad, parce que je sais que le monde enseignant, en général, s'il y a un constat pessimiste, il y a toujours un espoir, il y a toujours un apport de solution. On va fêter demain les 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, qui a pesé évidemment sur la laïcité et donc sur la scolarité. Je commence tout de suite avec cette actualité. Est-ce que la laïcité aujourd'hui, dans le cadre de l'école de la République, se porte bien, ou est-ce qu'elle est affaiblie? Je pense qu'elle est affaiblie dans la mesure où vous avez 56% des enseignants qui continuent de s'auto-censurer malgré le discours qui est celui de tous les ministres depuis Jean-Michel Blanquer, selon lequel le pas de vague aurait été aboli. Alors oui, le pas de vague a été aboli en discours, mais en pratique, on voit qu'on a des enseignants en première ligne qui font de plus en plus court la peur au ventre et qui sont contraints de s'auto-censurer. Alors ça tient à des mots éducatifs spécifiques. Je montre dans mon livre comment une sorte d'État dans l'État a pris le pouvoir dans l'éducation nationale et a imposé un discours sur la laïcité qui correspond davantage à des grilles de lecture anglo-saxonnes qu'au prisme républicain. On pourrait parler par exemple du discours qui est celui de ces syndicats ultra-majoritaires
pour fustiger l'islamophobie scolaire. Le discours d'associations agréées qu'on laisse rentrer dans l'école, comme Coexiste par exemple, qui s'oppose à la loi de 2004. On pourrait aussi parler de ces 74% de profs de moins de 30 ans qui veulent assouplir les règles relatives à la laïcité. Donc il y a un problème scolaire spécifique, mais il y a aussi un problème que je décris en profondeur dans mon livre, qui est le ruissellement des mots de la société française dans l'école. L'école n'est plus un sanctuaire comme elle devait l'être dans la logique républicaine classique. Elle est une caisse de résonance de toutes les violences, de toutes les idéologies mortifères qui décomposent la société française de l'intérieur. Le tableau est tragique, il n'est pas nouveau, il n'est pas récent. Bon, le summum, ça a quand même été les 2 assassinats, celui de Samuel Paty et de Dominique Bernard. C'est quand même l'aboutissement d'une situation dont on n'aurait pas pu imaginer, ne serait-ce que, j'allais dire, un soupçon de cette violence il y a encore 15-20 ans. Sans refaire de l'histoire, vous estimez à quel moment le basculement où là la République capitule ou démissionne, où les ministères de l'Éducation ne prennent plus leurs responsabilités parce que c'est quelque chose qu'il fallait, j'allais dire, contrecarrer tout de suite, on va dire 89 avec Lionel Jospin, ministre de l'Éducation. Oui, c'est ça. C'est là où la première démission. Pour moi, c'est vraiment un tournant, parce que je rappelle qu'il y avait eu des incidents relatifs au port de tenues religieuses illégales dans les établissements scolaires au début des années 1980, lorsque Jean-Pierre Chevènement était ministre de l'Éducation, avant Creil. Sauf que dès lors qu'il avait été prévenu de ces incidents, le ministre Chevènement avait donné des directives extrêmement claires qui avaient en quelques heures suffi à régler le problème. C'est exactement l'inverse de ce qu'a fait Lionel Jospin en 1989, où il a totalement démissionné. Il a botté en touche en voyant la patate chaude au Conseil d'État. Et il a eu cette phrase épouvantable. Il a dit « Qu'est-ce qu'il y a des journalistes ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» Donc on est en plein dans l'impuissance du politique, impuissance encore une fois qui est consentie et qui est fabriquée par des ministres successifs qui démissionnent. Face à un péril en effet toujours plus grand, vous l'avez rappelé. Comment on peut expliquer cette dérive ? On est en 89, la gauche est encore au pouvoir. Il y a une forme de... C'est une résignation, c'est plutôt... Est-ce qu'il y aurait une intelligentsia de gauche qui avait commencé à faire pression ? Aujourd'hui, ça a pris des proportions, j'allais dire, cataclysmiques. Est-ce qu'il y a déjà une pression, j'allais dire, intellectuelle, sociétale d'une certaine gauche pour dire la société française, Mélenchon utilise le mot criolisation, elle devient multiple, il y a une mixité, il faut accepter de changer nos valeurs. C'est un petit peu ça qui est au départ du... Ça correspond au passage que Régis Debray a très bien analysé de la République à la démocratie. Il a cette phrase, la démocratie c'est ce qui reste de la République lorsqu'on a éteint les lumières. Une certaine gauche, mais pas que la gauche d'ailleurs, il faudrait aussi faire le bilan du centre et de la droite. Très belle formule. On contribue à éteindre les lumières dans ce pays et plus particulièrement dans notre école depuis une quarantaine d'années. Je pense encore une fois que ça tient au rapport qu'on a à ce que doivent être les finalités de l'école. On a une école dont les missions aujourd'hui sont toujours plus émiettées, c'est-à-dire que l'école, elle devait instruire, aujourd'hui elle co-construit les savoirs, elle devait éduquer, aujourd'hui elle rééduque selon le fantasme révolutionnaire de l'homme nouveau, et l'école, enfin, elle devait proposer un détour par les œuvres du passé. Aujourd'hui on voit qu'elle enferme dans la tyrannie du présent. Je pense qu'une certaine gauche, mais pas que la gauche encore une fois, y a largement contribué en décrétant, notamment en 1989, que l'école n'avait plus vocation à être un sanctuaire, mais qu'elle devait être une sorte de laboratoire de la société diversitaire, multiculturaliste, progressiste de demain, ce qui est totalement en rebours, encore une fois, de ce que devait être sa mission selon une vision républicaine des choses. Pour autant, Joachim Le Floquimade, on aurait pu s'attendre à ce que le corps enseignant ait une réaction, un sursaut. Il y a quand même des laïcs convaincus. Heureusement. Quand je dis laïc convaincu, c'est l'état naturel des choses. Ça fait partie de la mission. Il y avait des prises de conscience. On a l'impression que malgré tout, il y a eu une forme de résignation. Qu'il n'y a peut-être pas eu la réaction nécessaire à ce moment-là. Il y a eu une forme d'idéalisme, une forme de naïveté chez certains enseignants. C'est toujours le cas pour une partie du corps enseignant aujourd'hui, puisque vous avez encore une fois 74% des professeurs de moins de 30 ans qui veulent détricoter une partie des règles relatives à la laïcité à la française. Maintenant, je n'ai pas envie d'accabler plus que ça le corps enseignant. Aujourd'hui, ils savent ce que ça signifie. À l'époque, on va dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer que la dérive allait aller si loin dans la catastrophe. Aujourd'hui, ils savent très bien les conséquences d'une délaïcisation de l'école. Il y a une forme de complicité idéologique et puis aussi
de la moraline. C'est des logiques de signalement de vertu. Samuel Fitoussi a écrit un très beau bouquin là-dessus où il montre que chez les intellectuels, bien souvent, on privilégie la rationalité sociale, c'est-à-dire le qu'en dira-t-on, sur la rationalité épistémique, c'est-à-dire la vérité. Et je pense que les 74% de profs de moins de 30 ans qui veulent déconstruire la laïcité à la française en font partie. Maintenant, j'ai pas envie d'accabler le corps enseignant dans son ensemble, puisqu'il est très divers. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez 20% des professeurs qui votent pour le Rassemblement national aujourd'hui, alors qu'on était à 3% en 2012. Donc ça montre qu'il y a une évolution aussi des mentalités du corps enseignant, et ça va bien au-delà du seul vote Rassemblement national. Et par ailleurs, le corps enseignant, il est extrêmement mal en point, dans la mesure où vous avez des démissions à l'éducation nationale qui ont augmenté de 567% en 10 ans, un effondrement vertigineux des inscriptions au concours de l'enseignement, un recours aux contractuels qui a doublé en 15 ans. Donc tout ça fait qu'on envoie en première ligne devant des classes qui sont de plus en plus hétérogènes, de plus en plus difficiles à gérer, sont de plus en plus violentes, des professeurs à qui on ne donne pas les moyens de leur mission, moyens matériels, moyens intellectuels, moyens moraux. C'est un drame absolu qui ne peut que déboucher sur les actualités toujours plus lugubres qu'on est amené à commenter jour après jour, plateau après plateau. Toute proportion gardée, on peut quand même parler de massacre, entre guillemets, bien entendu, mais enfin par rapport à ce qu'on a eu. Au niveau syndical, il y a quand même des syndicats qui sont plus conscients que d'autres, plus mobilisés dans la préservation de cette conception de l'école de la République, et d'autres au contraire qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fuite en avant totale, parfait, on va tout remettre en cause, on repart à zéro. On a besoin de syndicats dans l'éducation nationale comme dans d'autres administrations pour avoir des remontées utiles du terrain, pour évaluer la pertinence de telle ou telle mesure. C'est toujours important d'avoir un dialogue, d'autant que les syndicats, encore une fois, ils sont capables d'accompagner le personnel éducatif en première ligne quand souvent les services académiques sont totalement débordés. Est-ce que vous pouvez me citer des noms, sans faire de dénigrement, oui. Dans les grands syndicats, comment les classer? SNALC, le SNALC est un peu plus conservateur, assez peu représentatif si on prend les résultats des élections professionnelles. Non, ce qui domine, c'est plutôt l'UNSA aujourd'hui. Oui, c'est Sud Éducation. Avec deux branches, je crois, oui. Oui, il y a différentes branches. Ce qui me frappe avec les syndicats, c'est qu'encore une fois, ils ont leur raison d'être, mais de plus en plus de syndicats dans l'éducation nationale sont passés d'une logique légitime de défense des intérêts matériels de leurs mandants à une logique qui consiste à se positionner sur un terrain politico-idéologique. Quitte à devenir des sortes de machines à dire non, avec un désir qui caractérise la quasi-totalité des syndicats aujourd'hui, de voir échouer le ministre, quel que soit son profil. La FED était autrefois, la Fédération de l'Éducation nationale était très liée au Parti Socialiste. C'était clair. Souvent d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale. Oui, il y a toujours eu une sculpture de gauche un peu molle, disons centre-gauche. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une gauche beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus radicale. La France insoumise a des liens, des ramifications. Dans la mesure où vous avez de nombreux parlementaires de la France insoumise qui viennent du monde syndical aujourd'hui, au sens large. Ercilia Soudet a été professeur de français syndicaliste, mais si vous prenez quelqu'un comme Rodrigo Arenas de la FCPE, il est à la France insoumise aujourd'hui. Louis Boyard était dans le syndicalisme lycéen, et ça explique un certain nombre, disons, d'actes de désobéissance, de dérives, dont je donne un certain nombre d'exemples dans mon livre. Par exemple, en mai 2025, quand vous avez un syndicat de l'éducation nationale qui donne une formation sur le thème « S'éduquer à la Palestine » en partenariat avec Éducation avec Gaza 33, je crois qu'on est loin du devoir de neutralité et du devoir de loyauté auquel tous les agents publics sont astreints. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Je pense à ces syndicalistes qui ont confisqué les copies du baccalauréat sous Jean-Michel Blanquer pour protester contre la réforme du lycée, la réforme du bac. Protestation qui était selon moi légitime, mais certainement pas de cette manière. Et puis on pourrait prendre aussi les exemples de ces syndicalistes Sud Éducation, par exemple, qui ont appelé à ne pas appliquer l'interdiction par Gabriel Attal de l'abaya. Je pense à tous ces syndicalistes qui se sont opposés à la mise en œuvre du choc des savoirs, si bien que malgré les annonces de Gabriel Attal extrêmement fortes, vous avez 44% des collèges français qui n'ont pas mis en œuvre les fameux groupes du niveau. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement, mais qui vient de loin, parce que De Gaulle et Pompidou parlaient déjà des syndicalistes embusqués rue de Grenelle qui étaient devenus maîtres de la carrière des enseignants. Bien sûr. Nous sommes avec Joachim Le Floch-Dimal, nous parlons des fondements de l'école, et puis on vous retrouve dans quelques instants. On poursuivra sur quel est aujourd'hui l'état d'esprit du corps enseignant. Sud Radio, la France dans tous ses états.
Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas. Je reçois Joachim Le Floch Imad. Joignez-nous, parents d'élèves, enseignants, au 0826 300 300. Nous sommes en train de faire l'évaluation. C'est un terme scolaire, justement, évaluation de l'état d'école. Évidemment, on n'est pas optimiste. Pour autant, il y a des lueurs d'espoir. Et nous avons Sarah qui nous appelle de Bellegarde. Bonjour Sarah, vous êtes prof ? Oui, je suis prof triplement. Je suis prof en collège, j'étais prof en fac, j'ai fait des interventions en primaire, donc je connais les 3 niveaux. Donc vous connaissez les enjeux, voilà, vous connaissez les enjeux du débat d'aujourd'hui. On vous écoute, Sarah. Eh ben d'abord, je souhaite remercier dans toute la profession Monsieur Le Floch Imad pour le sérieux de son travail et pour être un des rares journalistes qui s'occupe vraiment des questions de fond. Merci à vous. Et malheureusement, je dois rejoindre complètement son analyse. Moi, je suis au collège depuis 15 ans, en français, et qu'est-ce que je vois? Un texte hyper facile de 10 lignes au présent de l'indicatif. Depuis 2 ans, j'ai des élèves de 5e qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le début du texte, le résumé qui fait 4 lignes, et le texte qui fait 10 lignes. Ils ne comprennent pas les mots, ils ne comprennent pas la situation. En 5e. Ça... Ce sont des cas récurrents de plus en plus nombreux, des lectures qui ne donnent pas suite puisque l'élève est déconnecté, il ne comprend pas le vocabulaire, il ne connaît pas les mots. Et il est dans une situation de pré-analphabétisme, Joachim Le Floch Imad. Je vous remercie, chère madame, pour votre témoignage qui fait écho à toutes les statistiques officielles qu'on a sur le sujet, puisque si on prend l'étude internationale Pearls, donc en lecture, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la France est le 16e pays sur 19 pays européens évalués dans l'étude en lecture. Mais qui est-ce que ça surprendra cette information? Absolument personne. On l'a organisé, cet effondrement du niveau en lecture. On a supprimé 700 heures de français en fin de cycle obligatoire sur 50 ans. On a eu des personnes qui ont influencé les réformateurs successifs de l'éducation nationale. 700 heures, vous dites? Oui, 700 heures. Je pense à Pierre Bourdieu, qui avait dit dans un débat surréaliste face à Jean-Pierre Chevènement, l'étude de l'orthographe a quelque chose d'archaïque. Voilà. Donc on a tout fait pour en arriver là, en notant à l'école ce qui lui restait de rigueur. Merci Bourdieu, merci Michel Foucault, tous ces gens-là ont fait beaucoup de bien à l'éducation nationale. Ils ont fait beaucoup de mal, encore une fois, parce que les politiciens les ont écoutés. Ce sont eux les premiers fautifs, les premiers responsables de la destruction de l'éducation nationale. Et puis derrière, si vous ajoutez à ça l'état plus général de la société française, de la civilisation même, j'ose dire, et que vous voyez que vous avez sur le Centre national du livre des adolescents qui passent à peu près 5h10 par jour devant les écrans contre 12 minutes en lecture, derrière il ne faut pas être surpris de l'effondrement du niveau que j'ai vu moi-même d'ailleurs comme enseignant dans le supérieur. Donc ça va, les problèmes vont à un âge très tard. Je suis arrivé en BTS mais aussi en école de commerce. J'avais face à moi des élèves qui étaient en grande difficulté pour comprendre un texte journalistique simple, pour écrire une phrase sans faute, si bien que j'ai dû en venir à imposer des dictées obligatoires quasiment au début de chaque cours à des jeunes gens de 18-19 ans qui avaient obtenu un bac. Vous vous souvenez de Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation nationale sous Lionel Jospin, connu pour sa fameuse phrase « il fallait dégraisser le mammouth », qui n'était pas un argument stupide, même si la formule était un peu maladroite. Par contre, il dit « on va introduire l'écran, et là on va faire une révolution culturelle dans le monde scolaire ». C'est un véritable, je vais utiliser tout à l'heure le mot massacre, c'est le mot massacre. Alors déjà, l'écran évidemment est l'ennemi de la lecture proprement dite, de la lecture papier. Et puis là, l'écran, nous allons avoir l'intelligence artificielle qui va arriver. Et je peux déjà témoigner de certaines classes de France où les devoirs, les exposés sont réalisés par ChatGPT ou l'intelligence artificielle. Quand il y a des devoirs à faire, en primaire, les devoirs écrits ont été interdits par le ministère depuis fort longtemps déjà. Et plutôt que d'investir massivement dans l'IA, je préférerais qu'on investisse dans l'intelligence vive des professeurs comme des élèves, ce qu'on ne fait suffisamment aujourd'hui quand on voit le niveau d'exigence intellectuelle, que ce soit au concours de l'enseignement ou alors aux examens nationaux, d'où l'effondrement de la valeur certificative des examens que le ministre Édouard Geoffrey essaye d'inverser, mais avec une politique, encore une fois, de cautère sur une jambe de bois. C'est pas comme ça, c'est pas avec cette politique visant à colmater les brèches qu'on refondera l'école française dans sa globalité. Il a trouvé l'école dans un piètre état et on peut donner des noms de ministres qui il l'a pas trouvé, il a lui-même
contribué au travail de SAP. Il a été DGESCO pendant très longtemps. Donc l'écran numérique qui était censé, alors c'est un outil formidable, on va se dire on va démultiplier les capacités d'apprentissage, d'instruction des élèves, c'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire qui s'est passé en France, mais aussi ailleurs, parce que si on prend les fameux, le modèle suédois par exemple, ou alors d'autres pays scandinaves qui étaient tant vantés dans les années 2000-2010, ils se sont engouffrés dans la numérisation à marche forcée, et aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font ? Ils font marche arrière parce qu'ils ont vu leur score en lecture dans les études internationales s'effondrer. Donc ça montre qu'il y a eu un gouffre, si vous voulez, entre les promesses qui ont été faites par la gauche, mais aussi par le centre et par la droite, parce qu'il faudrait voir ce que Valérie Pécresse a fait dans la région Île-de-France. En tout cas, ils réagissent, voilà. Et oui. Ils ont pris Ils réagissent peut-être avec plus de vivacité et de pertinence que nous. Est-ce que c'est réversible, ou une fois qu'une pratique s'est installée, comme celle de l'écran, du clavier, du numérique, est-ce qu'il est possible de revenir à de l'écrit, j'allais dire pas avec la plume, avec les pleins et les déliés, enfin de revenir à une lecture plus, un enseignement plus littéraire, plus livresque des programmes scolaires? En tout cas, c'est ce que certains font. Je vous ai cité l'exemple de la Suède, oui, mais en France, de la Finlande. Est-ce qu'il y a des programmes en France, je pense que vous avez toujours beaucoup de professeurs qui ont à l'esprit les études les plus pertinentes en sciences cognitives, qui montrent très bien que l'écriture manuscrite a des vertus pour la mémorisation, pour l'apprentissage de la langue, et qu'il est nécessaire de la défendre. Maintenant, j'en ai un peu assez qu'on demande aux professeurs de gérer le désastre dans leur coin, de faire toujours plus de bricolage de circonstances, là où j'aimerais que le salut, il vienne du politique, il vienne d'une capacité du politique à fixer un cap, à renouer avec l'exigence intellectuelle dont le ministère s'est éloigné depuis fort longtemps. Maintenant, je ne suis pas fataliste, je n'aurais pas écrit cet ouvrage sinon, déjà parce qu'on ne peut pas se permettre d'être fataliste, puisque l'état de l'école aujourd'hui dépend de l'état plus général du pays demain. Donc si on se résout à voir l'école mourir, et autant éteindre la lumière et mettre la clé sous le paillasson tout de suite. Et deuxièmement, on a plein d'exemples quand on regarde autour de nous de pays dont les systèmes éducatifs étaient en déliquescence et qui, avec des politiques de rupture, avec des mesures de bon sens, avec du courage politique, ont su connaître un rebond. Je pense aux États-Unis sous Ronald Reagan, je pense au Royaume-Uni après les réformes faites par Tony Blair qui font qu'aujourd'hui en lecture en mathématiques, le Royaume-Uni est premier en Europe. Je pense à l'État du Mississippi aux États-Unis qui était 49e en lecture en primaire en 2013 et qui aujourd'hui est 7e au niveau national. Tout ça montre qu'avec du volontarisme, vous pouvez avoir des résultats très rapides. Encore faut-il probablement faire les bons diagnostics, ce que ceux qui nous dirigent ne sont pas capables de faire manifestement. Donc des solutions existent. Nous avons Michael qui nous appelle de Créteil. Bonjour Michael, vous êtes enseignant ou parent d'élèves, ou ni l'un ni l'autre peut-être? Bonjour, je suis tous les deux, monsieur. Parfait. Michael, quelle question vous avez envie de poser à Joachim Le Floquimade? Alors, j'ai pas vraiment de questions, mais... un témoignage. Oui, c'est surtout pour dire que je souscrivais totalement à son discours, à son état des lieux. Et je voulais apporter un témoignage, tout simplement, pour étayer un peu ce que dit votre invité. Vous êtes toujours en activité, Michael? Bien sûr, oui, je suis en activité. J'enseigne une langue étrangère, mais je dis à mes élèves qu'avant de maîtriser cette langue, pour maîtriser cette langue étrangère, ils doivent d'abord parler un français châtié et maîtriser leur propre langue maternelle. Évidemment. Ce qui est dramatique, c'est que les élèves ne savent plus faire la différence entre un conditionnel et un futur. Ils mélangent complètement les temps. La grammaire, quand elle n'est pas acquise en français, comment voulez-vous l'expliquer en langue étrangère? Il faut refaire tout le temps une réexplication de la grammaire française pour passer ensuite à la grammaire dans la langue cible. On a un métier qui est quand même difficile. Parce que les élèves n'ont pas acquis leurs bases, les bases essentielles. En troisième, ils écrivent « ça m'intéresse, S.A. ». Voyez-vous? Oui, c'est un des symptômes de... Oui. Et je dis à mes élèves en permanence, lâchez vos écrans et remettez-vous à la lecture.
Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est laborieux, mais il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, quoi. Joachim Le Floch-Imad, ce sont des situations que vous avez certainement rencontrées vous aussi. Oui, tout à fait. Ce que dit monsieur fait écho à la réalité vécue de nombreux enseignants. Maintenant, la question qui me préoccupe le plus, c'est de savoir comment sommes-nous arrivés là. Et je pense que si on prend, je pense que deux approches en particulier ont fait énormément de mal. L'approche par compétence, celle qui fait qu'on est passé de la transmission des savoirs à la notion d'employabilité, à l'idée que les élèves n'auraient pas à apprendre mais à comprendre, mais à acquérir des savoir-être et des savoir-faire. Ça fait énormément de dégâts. L'autre approche que j'accable dans mon livre est celle des sciences de l'éducation qui domine depuis le tournant du XXe siècle, avec cette phrase qui avait été celle de Roger Cousinet qui disait il faut que le professeur cesse d'enseigner pour que l'élève commence à apprendre. Et cette vision, encore une fois, elle a été au cœur de toutes les réformes depuis 40 ans qui ont contribué à casser la capacité de l'école. On développe cette idée dans quelques instants. Vous restez avec nous. Nous sommes avec Joachim Le Floch-Imad, auteur de Main basse sur l'éducation nationale, et nous faisons un décryptage de l'effondrement de l'école. À tout de suite. Et si vous aussi, vous n'en pouvez plus de lire les textos truffés de fautes de vos enfants, appelez-nous. On attend vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Chevaliers du Fiel, 17h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas. Je reçois Joachim Le Floch-Imad, auteur de Main basse sur l'éducation nationale. Donc vous avez compris la thématique que l'on est en train d'aborder, l'effondrement de l'école. Parents d'élèves, enseignants, appelez-nous au 0826 300 300, tout simplement peut-être que parce que vous êtes un peu indigné de la façon dont vos enfants rédigent des textos, qui est une orthographe nouvelle, c'est une langue nouvelle, n'est-ce pas? C'est la langue de l'avenir. Mon Dieu, quelle angoisse. Joachim Le Floch-Imad, vous étiez en train de nous expliquer là à l'instant qu'il y a une évolution dans le discours scolaire. Oui, je faisais référence à la philosophie des sciences de l'éducation qui est archi-dominante encore aujourd'hui à tous les échelons du ministère de l'Éducation nationale, et je montrais que sa généalogie historique, contrairement à ce que pense une droite un peu caricaturale, ne remonte pas à mai 68, mais qui est davantage un accélérateur de théorie préexistante. On parle du pédagogisme. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle ça vient des États-Unis, des années 20, me semble-t-il. Oui, c'est toute une idéologie, oui, en effet, transnationale, qui naît notamment aux États-Unis, mais qui se développe en Europe tout le XXe siècle. Donc c'est Roger Cousinet qui dit il faut que le professeur cesse d'enseigner pour que l'élève commence à apprendre. Et ça correspond en fait au moment où on oblitère tout ce qui fonde l'école traditionnelle, c'est-à-dire la dissymétrie enseignant-enseignant. C'est le maître qui doit apprendre de l'élève. J'ai entendu ça au jour une fois. C'est le maître. Exactement. D'où le vocabulaire de la co-construction des savoirs qui est archi-dominant aujourd'hui et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'émiettement des finalités et des missions de l'école. On part du principe que l'école n'a plus à instruire, mais à co-construire et à lutter à lutter contre l'ennui, à promouvoir le bien-être des élèves. Et ça vaut à tous les échelons, jusque dans un certain nombre de structures connexes à l'école. Je pense à la Cour des comptes qui a fait un rapport surréaliste en 2025 disant que la priorité de l'école française devait être de mettre le bien-être au centre d'actions innovantes. Nous en sommes là aujourd'hui et nous voyons étude après étude, examen après examen, les résultats catastrophiques que cette idéologie a engendrés. Je vous signale qu'il y a eu un ministre, c'était Monsieur Henry, qui était le président de la FEN, qui avait été nommé ministre du temps libre par François Mitterrand. Le ministère n'a duré que le tout début de la gauche, mais enfin on était quand même dans cette symbolique-là. Nous avons Robert qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Est-ce que vous allez encore à l'école, Robert? Non, mais par contre, j'ai le privilège d'avoir vécu le tournant, à mon avis, de l'école, qui je date à 1969. Oui, un des tournants. Oui. Pourquoi vous dites 69? Parce que vous pensez que 68 est à l'origine un peu de la dérive à laquelle on est en train d'assister? 68 est à l'origine, mais ce qui est surtout à l'origine, c'est l'abandon par le gouvernement de l'éducation nationale à la gauche, avec la suppression de la récompense des meilleurs élèves par les prix, avec le passage aux maths modernes, qui sont très bonnes après le bac, mais qui ne permettent pas d'apprendre la logique, contrairement aux maths d'anciennes. Ça, dès 72, mon professeur de maths me l'avait indiqué. J'y ai été confronté, Robert. J'ai été confronté à l'année d'arrivée des maths modernes. Ça a été quelque chose. Moi aussi, en seconde. Donc, j'ai vu les deux. Et donc, on a fait l'enfant roi, on a fait toutes les techniques. L'éducation est passée sur les notions
notion d'apprentissage essentiel et au détriment, à leur détriment, on a mis le théâtre, les machins comme ça, voilà, tous ces trucs-là. Joachim Le Floch-Imad, le constat de Robert est une réalité? Moi, je suis extrêmement sévère à l'endroit de la gauche, mais aussi à l'endroit du centre et de la droite qui ont eu un rôle, y compris dans la période que vous citez, puisque en mars 68, quel ministre a parlé des professeurs comme devant être des animateurs et des serviteurs non du savoir mais des enfants? C'est un ministre gaulliste en la personne de Perfit. Donc ça montre encore une fois que le travail de SAP a été largement partagé. Même si monsieur a tout à fait raison de dire que la technostructure de l'éducation nationale, telle que je l'analyse dans mon livre, coche à peu près toutes les cases des différentes nuances de la gauche, un gauchisme culturel et cette gauche libérale, libertaire, managériale, pour parler vite. Mais tout de même, il ne faut pas oublier le bilan d'un certain nombre de ministres de droite, Perfit, Châtel, on pourrait en citer bien d'autres. Entre 69 et 80, d'abord, c'est que de la droite. Oui, la droite a longtemps été au pouvoir. Alors, vous vous souvenez de la réforme Abi, là aussi. Oui, la réforme centriste. Voilà. Mais alors, la réforme Abi, c'est un tournant absolument essentiel. C'est celui de la massification. Donc, vous avez des classes toujours... La massification, c'est un sujet dans votre livre que vous abordez qui vous pose un énorme problème. Oui, dans la mesure où aujourd'hui, vous avez un coût de l'échec dans l'enseignement supérieur en premier cycle qui représente 534 millions d'euros par an pour la société française. C'est l'un des pires chiffres de tout l'OCDE et c'est lié au fait qu'on a 8 fois plus d'étudiants dans le supérieur aujourd'hui par rapport aux années 1950. On paye là le prix de toutes les réformes, à commencer par la réforme la plus essentielle de toutes, celle que vous avez citée, la loi Abi, qui a renforcé l'hétérogénéité des classes, quitte à demander aux enseignants d'aligner leurs exigences sur le niveau des plus faibles. Le sociologue organique de l'éducation nationale, François Dubet, avait eu un mot terrible là-dessus, où il disait en effet qu'il fallait se calquer sur ce que pouvait maîtriser le plus faible en sortant du collège, et il avait dit qu'il était intolérable que certains élèves aient plus de culture commune que d'autres. Donc je crois que la massification a eu un rôle terrible, mais qu'elle demeure encore aujourd'hui l'angle mort des débats éducatifs. Et pour ma part, je serais partisan à ce qu'on reprenne, à ce qu'on combatte le mal à la racine et qu'on passe par exemple du collège unique mis en place en 1974 à un collège modulaire proposant dès la 4e des parcours de préorientation. Et je pense que c'est nécessaire non seulement pour réindustrialiser la France, mais aussi pour permettre à chaque élève d'aller au bout de ses aspirations spécifiques, d'exploiter son potentiel. Et le potentiel de chaque élève n'a pas forcément à se réaliser dans une voie généraliste universitaire. Vous vous souvenez, Joachim Le Floch-Imad, de la réforme de Vaquet en 86 qui voulait commencer à établir un peu de sélection, justement pour combattre un peu cette massification. La sélection, c'est une idée ô combien noble, ô combien républicaine. La sélection, c'est ce que... la méritocratie. C'est ce que les Lumières ont trouvé de mieux pour substituer à l'arbitraire de la cooptation le mérite et la récompense de la performance intellectuelle par le concours. C'était l'idée de la gauche républicaine, la gauche de Jaurès, la gauche de Jean Zay, la gauche de Langevin, Paul Langevin, qui en 1945 a dit l'école doit promouvoir tout le monde et sélectionner les meilleurs. Autant dire que la gauche a tourné le dos à cet héritage, du fait notamment de l'idéologie bourdieusienne dont je parlais tout à l'heure, et qu'en tournant le dos à cet héritage, elle a sacrifié sur l'autel de l'égalitarisme les classes populaires. Ces classes populaires qui n'ont que l'école pour réussir, pour s'élever socialement et intellectuellement. Et ça me tient d'autant plus à cœur que j'en fais partie, que j'ai grandi dans un milieu modeste. Et si j'ai pu connaître un semblant d'ascension au cours des dernières années, c'est grâce à l'école de la République et au concours que je le dois. Et je constate que de plus en plus de jeunes n'auront pas à l'avenir la même chance que j'ai eu moi, et je le regrette. Je pense que c'est une... Et la réforme de Vaquet avait été abandonnée par Jacques Chirac à cause des troubles que ça avait suscité. Nous avons Jean-Bernard qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jean-Bernard. Oui, bonjour à Sud Radio, bonjour à vous tous. Merci de me laisser effectivement l'antenne. Je voudrais effectivement un petit peu réagir sur tout ce qui est en train de se dire. Je comprends parfaitement donc tous ces changements qui ont été réalisés au cours des décennies dernières et au niveau des institutions. Je me demande si les institutions n'ont pas été obligées petit à petit de s'adapter à l'évolution des sociétés que je trouve aujourd'hui, très très changeante depuis un certain nombre de temps. Si vous voulez, j'ai 70 ans, je suis à la retraite et actuellement donc je gère une association d'aide aux devoirs parce que je trouve qu'effectivement les enfants ont énormément besoin d'être accompagnés et je pense qu'aujourd'hui il y a un abandon.
un abandon, je ne vais pas dire général, mais un abandon beaucoup au niveau des parents. Les parents qui n'ont plus l'espoir, ou alors qui abandonnent tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes dans une crise sociétale aujourd'hui. Et je le vois, beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui ballottés. Allez, demain je vais chez le papa, la semaine prochaine je suis chez la maman. Comment voulez-vous qu'il y ait un équilibre autour des enfants à ce niveau-là? Et effectivement, on s'en aperçoit. Quand on a dans une classe, et ça je le vois autour des maîtres d'école que je côtoie régulièrement, quand on a dans une classe plusieurs enfants qui n'arrivent pas à suivre et qu'il faut mettre beaucoup plus de temps pour essayer de faire apprendre aux enfants le français, la géographie et puis un petit peu tous les mathématiques, eh bien ça avance pas et effectivement on s'en aperçoit. Le niveau baisse de plus en plus. Jean-Bernard, le constat, vous n'êtes pas le seul à le faire. Effectivement, Joachim Le Floch-Imad, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Bernard? Il y a deux choses qui me paraissent essentielles dans ce que vous dites, Jean-Bernard. Tout d'abord, c'est la démission parentale qui est un fléau. Encore une fois, l'école ne peut pas réparer à elle seule l'ensemble des maux de la société. Et on a besoin que les parents accompagnent leurs enfants, suivent leur progression scolaire, soient capables de les rappeler à l'ordre lorsqu'ils bafouent l'autorité. Et ça, ils ne le font pas. Et c'est pour ça que je regrette qu'on ait abandonné la loi Ciotti de 2010 qui permettait d'aider à mieux responsabiliser les familles d'élèves absentéistes ou qui troublaient l'ordre scolaire. Et il y a une deuxième chose dans ce que vous avez dit, c'est que le mot d'ordre, en effet, de l'école aujourd'hui, c'est l'adaptation. C'est s'adapter. L'école doit être moderne. Mais je pense qu'en disant que l'école doit s'adapter, on renie la dimension républicaine, encore une fois, de l'école. C'est le grand penseur colombien Nicolas Gómez Dávila qui avait dit « Éduquer les jeunes gens ne consiste pas à les familiariser à leur époque, mais à les en protéger le plus longtemps possible. » Si on fait un peu d'étymologie latine, je sais que c'est pas très populaire aujourd'hui, mais on constate qu'éducation a deux racines. Educare, instruire, élever, et educere. Educere, ça veut dire conduire hors d'eux. Et c'est ça qui me paraît fondamental, c'est que l'école, c'est un des rares moments où l'élève peut vivre une parenthèse par rapport à son époque, par rapport à sa vie quotidienne, peut accéder à l'autonomie du jugement, mais pour accéder à l'autonomie du jugement, il a besoin de passer préalablement par un stade d'hétéronomie, c'est-à-dire accepter qu'il y a celui qui sait et celui qui apprend, c'est-à-dire accepter qu'il n'est pas omnipotent, qu'il n'est pas autoconstruit, mais qu'il intègre un monde plus ancien que lui, un monde qui transcende son ego. Et on a précisément renoncé à ça en détricotant l'école républicaine. Et c'est de là, je crois, c'est de ce mal originaire que découlent tous les problèmes d'effondrement du niveau. Vous expliquez les choses très clairement, Joachim Le Floch-Imad, avec les justes mots. Vous nous appelez au 0826 300 300, comme vient de le faire Régis. Nous faisons une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat scolaire passionné et éclairant. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit Joachim Le Floch-Imad, auteur de Main basse sur l'éducation nationale. Nous parlons de l'effondrement scolaire, mais nous allons à un moment donné évidemment envisager quelques solutions. Pour autant, nous avons Régis qui nous appelle de Paris. Bonjour Régis. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes parent d'élève ou est-ce que vous avez été enseignant? Je suis enseignant depuis 45 ans, j'ai 66 ans, donc je termine ma carrière. Donc expérimenté, vous êtes un enseignant expérimenté. J'ai travaillé d'ailleurs 18 années en zone d'éducation prioritaire et maintenant je suis dans un grand lycée parisien du 16e Nord où ont été élèves Giscard d'Estaing et Jospin. Nous voyons lequel. Voilà. Une référence. Voilà. Moi, je voulais vous dire que je vois aucune issue à cette situation-là. Je pense que la France est morte avec le général de Gaulle, ainsi que l'éducation nationale. Ça a commencé avec le sinistre habit. Je ne veux pas refaire le livre de Jean-Paul Brigelli qui a officié sous le général de Gaulle lorsqu'il était à la DGESCO. Il y a eu la loi d'orientation. Et puis, maintenant, j'ai bien compris que la doxa d'éducation nationale, c'était pas de vagues, pas de sanctions, interdiction de mettre des mauvaises notes. On apprend aux élèves à changer de sexe, à trier les poubelles, mais on leur apprend pas à arriver à l'heure. J'ai surveillé le baccalauréat cette année. Après 5 minutes d'épreuve, j'ai vu 4 élèves sortir des kebabs et des McDonald's pour manger pendant l'épreuve du baccalauréat. J'ai pu observer quasiment les 3/4 des élèves qui étaient en short, débardeurs, chaussettes, claquettes, donc extrêmement mal habillés.
Voilà, je me suis dit, bon, je voulais prolonger 3 années puisqu'on a le droit. Je me suis dit, non, va-t'en, il n'y a plus rien à faire dans ce monde-là. Voilà. Bien, écoutez, votre témoignage est édifiant. Je pense que beaucoup de gens le partagent et nous constatons comme vous cette dégradation culturelle, sociale, historique et politique. Joachim Le Floch-Imad, ça va dans le sens de ce que vous dénoncez, bien entendu. Je fais moi-même dans mon ouvrage un constat crépusculaire sur l'état de l'école, tant en matière de transmission des savoirs que de mal-être des personnels éducatifs et de crise de l'autorité, selon l'euphémisme consacré. Maintenant, j'ai pas voulu en rester à ce panorama crépusculaire. Non, mais sociologiquement, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que l'immigration, par exemple, a pu avoir à un moment donné une incidence sur cette... C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'école, elle est nécessairement à l'image de la société, qu'elle est un réceptacle, une caisse de résonance d'un certain nombre de mots, d'évolution qui travaillent la France. Oui, l'immigration. Est-ce qu'elle intègre encore? Il y a un emballement quantitatif de l'immigration en France qui change le visage de l'école. Vous avez un élève de CM1 sur 5 aujourd'hui qui parle une autre langue que le français à la maison. Vous avez 153% d'allophones en plus depuis 2007 dans l'éducation nationale. Donc forcément, ça crée des difficultés pour l'éducation, pour les professeurs en première ligne. Ça force l'éducation nationale à mettre en œuvre des moyens et des dispositifs spécifiques. En l'occurrence, pour les allophones, c'est une enveloppe budgétaire de 180 millions d'euros par an, ce qui n'est pas rien. 180 millions d'euros, c'est ce qui permettrait de rémunérer 4000 professeurs sur un an. C'est précisément ce qu'on supprime dans le budget, dans le PLF 2026. Et surtout, l'immigration, elle a un impact sur le niveau moyen. Alors, il y a des trajectoires de surréussite scolaire. L'immigration d'Asie du Sud-Est, par exemple, et toutes origines confondues, il y a des jeunes qui bossent et qui se battent. Mais le fait est que si vous faites des comparaisons, comme le dit PISA, entre autochtones et élèves issus de l'immigration, vous avez en moyenne 1 an et demi d'écart de niveau avec des jeunes issus de l'immigration qui ont 2,4 fois plus de chances de se retrouver en difficulté en maths que les élèves français d'ascendance française. Et à ça s'ajoute tout un tas de tensions identitaires, religieuses, de contestations d'enseignement qui n'étaient pas envisageables dans la France d'il y a 20-30 ans. Donc oui, l'immigration change la nature de l'activité de nos professeurs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, qu'il ne faut rien faire. Donc on a vu les conséquences tragiques quand même avec la mort de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Pour autant, Joachim Le Floch-Imad, je ne sais pas si on peut vous appeler demain aux plus de responsabilités scolaires, mais si un ministre ou un gouvernement ou un président de la République vous disait qu'elle est vite aujourd'hui, comment inverser le processus? Est-ce qu'il y a quelques mesures précises à prendre pour essayer de limiter éviter la catastrophe? Il y a des politiques publiques à mettre en œuvre pour redresser l'école, j'y reviendrai, mais la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que le ministre ne soit plus un communicant, ne soit plus un figurant parmi d'autres. Il faut, dans l'éducation, mais comme dans d'autres domaines d'ailleurs, que le politique reprenne la main sur une technostructure qui s'est autonomisée, qui est plus puissante que jamais, qui n'en fait à peu près qu'à sa guise. Je développe dans mon ouvrage Main basse sur l'éducation nationale un certain nombre de propositions permettant aux politiques de reprendre la main. C'est le dégraissage du mammouth, pour parler comme Claude Allègre. Oui. Est-ce que c'est normal que dans ce ministère, on ait 20% de la dépense qui aille à des personnels non enseignants pour alimenter une bureaucratie toujours plus pléthorique, avec des comités théodules, des emplois semi-fictifs en administration centrale, quand préalablement on n'est pas capable de mettre de l'argent pour valoriser les professeurs, pour rattraper notre retard sur le primaire, pour avoir des locaux moins vétustes. Par ailleurs, je pense qu'il faut un spoil system à la française, c'est-à-dire des changements stratégiques à tous les postes clés du ministère, puisque c'est pas normal qu'on ait des hauts fonctionnaires qui soient inamovibles aux plus hautes fonctions quand vous avez des Français qui, à 70-80%, veulent un tournant politique sur ces sujets-là. Et il faut enfin en revenir au devoir inscrit dans le Code de la fonction publique que j'évoquais tout à l'heure, qui est le devoir de loyauté et de neutralité auquel tous les agents publics, y compris les syndicalistes, sont astreints. Par exemple, lorsque vous avez des associations agréées qui confondent instruction et militantisme, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de sanctions. Donc une fois qu'on aura retrouvé un peu de clarté dans la vision des choses, que le politique fixera le cap et que l'administration reviendra à sa fonction d'exécution, alors oui, des changements en matière de politique publique redeviendront possibles. Je ne vais pas tous les faire ici, j'en parle sur 40 pages dans le livre, mais il y a évidemment la nécessité d'un grand recentrage sur les fondamentaux au détriment des sciences de l'éducation et de l'approche par compétences. Il y a la nécessité d'un Big Bang de l'autorité, d'une revalorisation symbolique, salariale, intellectuelle du corps enseignant, une reprise en main de la politique d'éducation prioritaire qui est une gabegie absolue, un effort fait pour la ruralité. Il y a énormément de politiques de rupture à mettre en œuvre, mais encore faut-il que le politique soit dans son rôle de politique. La formation des maîtres
lettres aujourd'hui, elle est aussi au cœur de ce débat ou non? Mais vous avez 70% des professeurs des écoles, comme on dit dans la 9 langue du ministère aujourd'hui, qui ont fait des études en sciences de l'éducation ou en sciences du langage. Je pense qu'il faudrait un parcours beaucoup plus pluridisciplinaire, géré directement non pas par l'université, mais par l'éducation nationale, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, une baisse du niveau des jeunes enseignants que je n'ai pas envie d'accabler encore une fois, parce qu'ils sont le produit d'un abandon du politique, mais il y a une baisse du niveau qui justifie la mise en œuvre de mesures de rupture. Je pense que Macron avait eu une formule qui était bonne en théorie, les écoles normales du XXIe siècle, sauf que derrière, on voit que les licences professorat des écoles qui ont été mises en œuvre et annoncées par Elisabeth Borne, on voit que l'université a gardé la mainmise sur les maquettes pédagogiques, ce qui est un drame absolu quand on voit toutes les passions déconstructionnistes qui travaillent l'université française aujourd'hui. Peut-être est-il temps de changer de nom et de revenir, de passer de l'éducation nationale qui avait été adoptée en 1925, de revenir à la bonne vieille instruction publique qui reprenait, voilà, on est d'abord là pour instruire de l'enseignement et du savoir. L'éducation nationale, pour l'instant, on peut dire qu'elle a foiré, mon cher Joachim Le Flodiman. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et puis bon, vu l'évolution de ce dossier, je ne doute pas qu'on sera appelé à faire appel à votre témoignage. À très bientôt, merci d'être venu. Le sapin de Noël Sud Radio. Ah, vous connaissez cette musique, Perico? Mais parfaitement. On a une gagnante, je vous laisse annoncer ce qu'elle gagne. Je rappelle que le cadeau du sapin de Noël de Sud Radio attribué par l'émission La France dans tous les États est un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Maison Scarlett, c'est la marque de boîtes à bijoux. Chouchoutez vos colliers, vos boucles d'oreilles ou encore vos montres avec les boîtes à bijoux fonctionnelles, jolies et accessibles. Et c'est une gagnante. Et c'est Sabine. J'avais peur que ce soit un homme. Bon, il aurait donné il aurait trouvé quelqu'un. Il aurait éventuellement vous-même. Voilà. Mais, Sabine, avec qui on est en ligne, qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Sabine. Oui, bonjour. Bonjour Sabine. Félicitations. Vous êtes de Poustomi. Vous nous appelez de Poustomi. Vous êtes de Poustomi. C'est ça.